Les relations entre anglophones et francophones au Canada, c'est un petit peu comme l'hiver canadien. Depuis longtemps, on ressent comme un froid. Pas tout le temps, mais des fois. Vous trouvez pas? Dans ce deuxième chapitre de Donner sa langue au chat, je vous invite à plonger tête première avec moi dans cette belle, mais parfois frileuse saison des relations linguistiques au Canada. Selon la Constitution canadienne, notre pays a 2 langues officielles à part égale. Mais est-ce que la réalité sur le terrain reflète bel et bien cette dualité linguistique tant vantée? Ou est-ce que les relations anglo-franco du Canada contemporain sont aussi tendues que celles d'un vieux couple divorcé? Pea soup, tête carrée, frog, bloke, les vieilles insultes que se lançaient nos arrière-grands-parents en disent encore gros sur la situation qui perdure encore aujourd'hui. Mais comment ça se fait qu'après un siècle complet, on n'a toujours pas trouvé l'antidote à ces divisions qui grugent notre pays? Prenons le temps de raconter cette grande histoire d'amour et de rivalité entre anglo et franco. Décortiquons les iniquités encore présentes aujourd'hui. De plus, explorons une autre facette du défi, les relations compliquées entre Québécois et francophones en contexte minoritaire ailleurs au Canada. Discutons pour de bon de ce qui fait de ce pays à l'unifolier une terre partagée. Notre situation linguistique est complexe. Et après plus de 400 ans, les rapports sont encore compliqués entre les deux solitudes canadiennes. Dans certains cas, on note une volonté d'ouverture au dialogue. Cependant, nos vastes différences culturelles demeurent un grand catalyseur de cette division. Les francophones et les anglophones du Canada partagent le même territoire, mais culturellement, on s'exprime différemment. À la base, les deux sont des peuples fondamentalement distincts, avec des identités puis des expressions qui laissent l'autre un petit peu perplexe. Je veux dire, jamais t'entendrais un francophone dire « I'm a Canuck for sure, eh? » ou un anglophone dire « Tire-toi une bûche, mon chum! » N'est-ce pas? Dans cette dynamique de rivalité anglo-franco, il faut garder à l'œil la perspective importante que c'est pas tous les francophones du Canada qui vivent la même réalité linguistique. À cause de l'omniprésence de l'anglais dans les communautés francophones à travers le Canada, les frontières linguistiques s'embrouillent. Quand on est francophone en situation minoritaire, l'anglais va régulièrement s'imposer dans les diverses sphères de nos vies. Travail, éducation, soins de santé et divertissement, ce qui explique la statistique fracassante que 85% des francophones hors Québec parlent aussi l'anglais. Contrairement au Québec, où le français est majoritaire et protégé par la loi, la francophonie canadienne repose d'autant plus sur un choix qu'une obligation. Le choix conscient de vivre en français et de faire un effort constant pour préserver sa langue qui, à son tour, peut sembler comme une goutte dans un océan d'anglophones. Malgré ces nuances, on oublie parfois que la francophonie canadienne est aussi enrichie grâce au multiculturalisme. Toutefois, on nous classe trop souvent dans l'une de 2 boîtes, anglo ou franco, canadien ou québécois. Ça m'inspire toute une série de questions. Pourquoi le français est une langue au même titre que l'anglais au Canada? Puis surtout, quelles sont ces différences culturelles si flagrantes mais si vagues qui divisent autant les anglophones et les francophones du Canada? Puis cette division, pourquoi elle semble aussi exister entre les francophones hors Québec et nos cousins québécois? Bien, je sais exactement à qui en parler. Allons trouver réponse auprès de Félix Saint-Denis, passionné d'histoire, animateur culturel, créateur de l'Écho d'un peuple et légende vivante de l'Ontario français. Moi, je suis Félix Saint-Denis, je suis originaire de l'Est ontarien, un petit village qui s'appelle Chute-à-Blondeau. J'ai grandi dans une famille très active. Mon père était un militant franco-ontarien. J'ai eu la chance de créer les Jeux franco-ontariens à travers la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne pendant 15 ans de temps. De créer l'Écho d'un peuple. L'Écho d'un peuple, c'est un méga spectacle qui raconte l'histoire des francophones en Amérique, plus particulièrement en Ontario. Donc, j'ai eu la chance de faire plein d'activités, plein de jeunes, pour créer de la fierté franco-ontarienne, célébrer notre identité. Ce qu'il faut comprendre, ça fait 400 ans qu'il y a eu, surtout pour le 400 ans, du conflit. Donc, tu avais les Français qui sont arrivés ici, tu avais également les Anglais, tu as eu Jean Cabot dans les Maritimes, en même temps que Jacques Cartier, à peu près dans les mêmes années. Mais quand Champlain est arrivé ici, à un moment donné, les frères Kirk débarquent, viennent prendre possession de Québec. Il y avait déjà cette rivalité-là. Puis c'est drôle, parce que les frères Kirk parlaient français. Champlain avait compris que si on veut bâtir pays, il fallait le faire en collaboration et en sincère amitié, pour citer son journal, avec les premiers habitants du pays. C'est clair que c'est une prise de possession, hein, on s'entend, mais il avait compris aussi l'importance du métissage.
et également de mettre de l'eau dans notre vin. C'est-à-dire que il ne faut pas oublier qu'avec Champlain, quand il est arrivé ici, les gens étaient tannés de ce qui se passait en France. On venait vraiment créer une nouvelle France. Il y avait vraiment un goût de bâtir pays, mais un pays nouveau. Tandis que c'était vraiment différent au niveau de l'Empire britannique quand il était venu s'établir, notamment avec la guerre de conquête, la guerre de 7 ans. On voulait vraiment là, imposer le régime britannique à la Darth Vader, comme dans Star Wars. Conquérir chaque planète, chaque galaxie pour obtenir le plus de terrain. Tu te joins à notre force, sinon t'écrases, tu sais. Avec les petits rebelles Jedi un peu partout, là, qui soient au Manitoba ou qui soient en Alberta, etc., ben ils l'ont eu dur. C'est pour ça que ce gouvernement-là, d'ailleurs, est allé acheter, pour repousser les Métis au Manitoba, la gang de Loubriel, la plus puissante mitraillette au monde pour chasser les Métis. Ça, c'est notre premier ministre du Canada. Aujourd'hui, le Canada, c'est un pays qui a plein de belles valeurs. On parle de dualité linguistique, d'accueil de l'autre, d'inclusion, de pays multiculturels. Dieu merci. Mais on remonte de loin, il n'y a pas si longtemps que ça. Puis il y a eu dans chaque province, que ce soit au Manitoba, en Alberta, partout, même on l'a vécu au Nouveau-Brunswick avec l'affaire Louis Mailloux, il y a eu toutes sortes de règlements au niveau de l'éducation pour contrôler. On voulait enlever accès à l'éducation en français aux francophones partout. Récemment, j'étais justement à l'île du Prince-Édouard. J'ai appris qu'il y avait 60 écoles, des petites écoles, des écoles de rang, puis qu'en 1960, le gouvernement à l'île du Prince-Édouard a fermé 59 des 60 écoles sur l'île. C'est incroyable, là! De toute une génération qui n'a pas grandi, oui, en français à la maison, mais qui ne s'est pas éduquée en français, qui n'a pas appris les termes. D'un point de vue linguistique, ça ressemble un petit peu à ce qu'on a fait aux Autochtones, essayer d'imposer à tout prix une langue. Puis ça manque de respect total. C'est une des valeurs les plus importantes aujourd'hui au Canada. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'avec l'arrivée de plus en plus massive de gens de partout, puis de francophones de partout, mais qui parlent différentes langues, notre identité francophone, puis même l'identité anglophone, mais notre identité francophone en particulier, a pris une tournure d'événement. On s'est davantage métissé. Aujourd'hui, bien, les Anglais, ce sont nos voisins, ce sont nos amis, c'est souvent notre parenté. Plein de francophones à l'extérieur du Québec, bien, un des deux parents est d'une autre culture. Aujourd'hui, c'est difficile de dire que des différences entre les anglophones et les francophones, étant donné la richesse multiculturelle de part et d'autre. Mais si on parle historiquement, on arrive d'Europe. En Europe, on pense en pyramide. C'est le roi qui décide, puis ça descend. Ici, les Français cohabitant davantage avec les Autochtones, y compris que la pyramide, elle tombe, puis ça devient le pouvoir du cercle. Dans un cercle, tout le monde a le droit au bâton de la parole. Donc, c'est une nouvelle forme de démocratie ici. Puis ça, je pense qu'on a vécu des différences historiques fondamentales qu'on a apprises en termes de valeurs et de façon de faire des Autochtones. Mais il y a des différences de religion aussi. Des guerres entre les catholiques et les protestants, on a vécu ça partout. On parle entre autres ici en Ontario des fameux combats qu'il y a eu à Bytown, à Ottawa, avec Joe Montferrand puis les Shiners irlandais entre catholiques et protestants. Une chance qu'il y avait des super-héros comme Élisabeth Bruyère, une sœur incroyable qui a créé l'hôpital général d'Ottawa, qui avait réussi à faire travailler ensemble des peuples qui se détestaient au point de se lapider. Il y a eu du monde qui se sont lapidés carrément sur le marché bail à Ottawa, là, tu sais. Donc, je pense qu'il y a ce détachement-là, le besoin de socialisation, de grosses familles, des parties de cuisine, ça fait partie typiquement du folklore, de la culture canadienne-française. Naturellement, les différences culturelles sont la cause de beaucoup de tensions. Dans les médias, on s'y réfère comme étant du Québec-bashing et de la francophobie. En retour, un bon nombre de francophones éprouvent de l'amertume et un sentiment d'abandon, comme si le Canada anglais veut rien savoir des autres, ce qui les pousse à s'isoler du reste du continent. Dans presque tous les pays où on retrouve une dualité linguistique ou une coexistence entre différents groupes linguistiques, on voit des tensions similaires, que ce soit en Belgique, en Suisse, en Espagne. La différence est la cause primaire de conflits. Les tensions peuvent aussi venir d'une incompréhension de nos réalités. Certains anglophones prennent notre fierté francophone comme un gros doigt d'honneur envers la culture canadienne-anglaise. D'autres voient ça comme une déclaration de guerre envers le Canada anglais ou même comme une volonté de favoriser l'indépendance du Québec. Bien, au fil des ans, on a vu justement la naissance de ce qu'on peut appeler le Québec bashing, puis même la francophobie aussi. Le Québec bashing, évidemment, c'est sûr que quand il y a eu tous les mouvements au Québec pour essayer d'obtenir l'indépendance, les gens avaient peur qu'on était pour briser le Canada en deux, tout ça. Il y a eu des destructeurs de pays quand, au contraire, du point de vue des Québécois, ils voulaient s'en donner un. La francophobie aussi, il faut dire que c'est né de peuples dominants
qui ont peur de perdre des acquis, du pouvoir, de perdre du terrain. Fait que ça a toujours existé. C'est pas la peur du français comme tel, mais c'est plus une question de pouvoir, de gestion, tout ça. On l'a vu, les crises à travers tout le pays, là, par rapport à la gestion scolaire, comment c'était rough and tough dans certaines provinces. C'est grave, là. Des menaces à la bombe, etc., juste pour pouvoir gagner. Puis pourtant, tu parles d'une petite gang là, qui va se créer un mini-village gaulois dans leurs écoles, dans leur centre culturel, dans leurs choses comme ça. Les francophones hors Québec, on était obligés de se battre chaque jour. Quand tu vas à l'école en français, tu réaffirmes qui t'es. Hey, on a des gros... En Ontario, on a des immenses drapeaux franco-ontariens. On n'a pas juste des petits. Hey, on est là! Caraquette, c'est le tintamarre. On crie à tue-tête qu'on existe. Au Manitoba, c'est le Festival du Voyageur. C'est important, on fête fort, puis on partage ça avec toutes les cultures. J'ai des amis anglophones qui commencent à dire une chance que vous êtes là, les francophones. Ça nous donne des morceaux d'identité qui fait qu'on se sent peut-être juste moins américain. Si on avait à comparer la relation que les Québécois ont avec les anglophones, puis celle des francophones partout ailleurs au pays, avec les Anglais, c'est pas comparable. Au Québec, même si les nombres étaient là, pendant longtemps, il y avait des anglophones qui contrôlaient l'économie. Hein, donc, on pense au Eton, au Molson, etc. Mais au Québec, justement, les anglophones, là, ils ont comme leur réseau d'universités, ils ont leur réseau d'hôpitaux, ils n'ont pas besoin de se battre pour ça. Tandis que pour nous, francophones, d'un océan à l'autre, ben, on est obligés de se battre pour chaque chose. Puis même nos acquis, on les perd des fois, il faut se rabattre. À un moment donné, c'est intéressant parce qu'on a fumé la petite séduction à Castleman. Puis Danny Turcotte débarque. Puis il me dit, ouais, vous autres, les franco-ontariens, vous n'arrachez, hein? Pauvres vous autres. Je me suis reviré de bord, je dis, bien, Danny, sais-tu quoi? C'est drôle. Nous autres, ça fait comme 250 ans, là, que l'envahisseur est devenu notre voisin, puis on parle encore français. Oui, il y a de l'assimilation. Et pourtant, la moitié de l'île de Montréal, vous l'avez perdue. C'est important, la question d'harmonie, si on veut rebâtir. Là-dedans, il ne faut pas que tu t'oublies. En harmonie, c'est bien plus facile, avoir la fierté de partager ta culture, que de rester chez vous, combattre, te replier, puis pas vouloir parler à l'autre. L'importance là-dedans, c'est qu'on partage ce qui est le plus précieux au niveau culturel, au niveau folklorique et au niveau de ta culture moderne. C'est en partageant avec l'autre que tu gardes ta culture vivante. Ça, c'est fondamental comme différence. Une autre source de tension découle du bercail même de notre démocratie. Au gouvernement fédéral, le bilinguisme est une prime favorisée. Les emplois convoités sont souvent donnés à ceux qui maîtrisent les deux langues officielles. D'autant plus que le groupe statistiquement le plus apte à maîtriser ces deux langues officielles est celui des francophones. On peut donc être porté à croire qu'on accorde une certaine importance et un certain prestige au bilinguisme, quand en réalité, c'est pas tout à fait le cas. Si réconcilier nos différences est une étape viable vers une harmonie linguistique, il y a devant nous une toute autre série d'obstacles à démanteler. Une qui va nous forcer à aller bien plus loin que la surface de nos tensions. Ce qui est certain, n'importe quel francophone au pays, il n'y a pas le choix d'apprendre l'anglais. Hein? Ça, c'est clair, c'est automatique. Il faut dire qu'avec le marché du travail aussi, les francophones n'ont pas eu le choix d'apprendre l'anglais. Puis là, ce qui arrive, quand on parle de francophobie, par exemple, ben c'est comme il y a des anglophones on voit que la création de plus en plus de postes bilingues, fait qu'il y a vraiment un ressac, un backlash par rapport à ça. Il y a une grosse résistance. Non, 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 je veux pas perdre ma job. Et ça devient comme une grosse affaire. Pourtant, apprendre une deuxième langue, ça ouvre une autre dimension de ton cerveau. Ça fait de toi une personne humaine plus puissante. D'un bout à l'autre du pays, il y a une francophonie très, très, très vivante. Malheureusement, on se sent souvent exclu comme francophone, c'est surtout au point de vue médiatique. Fait que ça fait qu'à un moment donné, on commence à se tanner comme francophone de Québec, on se dit, coudonc, est-ce que tout passe par le Québec tout le temps? Quand je demeure, moi, supposons à Vancouver, puis je suis à l'autre bout du pays, j'existe pas. C'est comme s'il faut que je passe par Montréal pour pouvoir exister. Donc ça crée des dommages. Pendant longtemps, on était un grand peuple. On était des sujets de France, hein, à l'époque de la colonisation. On est devenus des Canadiens. C'est pas qu'il existe les Canadiens de Montréal, c'est comme le club de tous les francophones au pays, en réalité. Ensuite de ça, des Canadiens français. Puis évidemment, on a évolué. Puis à un moment donné, avec une poussée du nationalisme au Québec, avec la campagne Maître chez nous, entre autres de Jean Lesage, l'arrivée de René Lévesque, puis le Parti québécois, bien tout à coup, il y a eu un besoin au Québec de s'affirmer comme province rêvant d'un pays, d'être un État souverain. Puis ça a eu un impact énorme.
Parce qu'avant ça, on était unis dans le temps du règlement 17, ou s'il y avait des crises scolaires, par exemple, il fallait aider des gens en Saskatchewan, on s'unissait tous les Canadiens français ensemble, puis Canadiens français de diverses origines aussi, là. Mais avec l'arrivée du nationalisme au Québec, bien, les Québécois sont devenus des Québécois par défaut. Des Franco-Ontariens, des Franc-Saskois, évidemment, les Acadiens ont toujours été des Acadiens, ça c'est depuis le tout début. Donc, des Franco-Nunavois, Nunavut. Donc, on s'est morcelé en régions et en provinces au niveau de notre identité. Ce qui est dommage, les rivières qui nous unissaient avant, en canaux d'écorce, sont devenues des frontières. Puis malheureusement, moi, ça me déchire. Fait que d'entendre du monde, les maudits Québécois, ou les Franco-Ontariens sont donc pas fiers, ou qu'on parle des francophones de l'Ouest, ou du Nord, ou des Acadiens, tout ça de façon... C'est déchirant pour des gens qui ont les mêmes besoins. C'est facile de créer encore davantage d'harmonie entre francophones, anglophones, québécois, francophones d'un bout à l'autre du pays. Comment? En célébrant, en partageant. Je pense que la nouvelle génération, on a le pouvoir de rebâtir avec elle, de grandir dans un vrai dialogue, d'appréciation. Ça, je pense qu'on le fait de plus en plus. C'est vraiment encourageant. Puis ça, c'est une grande fierté. Un francophone pour 3 anglophones. Si on est réaliste, la répartition linguistique au Canada ne sera jamais à égalité. Mais en regardant au-delà des proportions, on constate que l'équité linguistique tant vantée est loin d'être la réalité au sein de notre pays. Historiquement, les anglophones ont un pied d'avance sur les franco. Quand on se penche sur la situation du siècle précédent, on constate que ce sont généralement les francophones qui sont infortunés. La richesse et le pouvoir étaient à ceux qui speak white. Encore aujourd'hui, c'est plus souvent l'anglais qui l'emporte sur le français. L'anglophone n'aura presque jamais besoin de parler français dans sa vie. Tandis que pour le francophone, l'anglais est omniprésent. Mais pourquoi au juste? Eh bien, notre situation est un produit de 2 choses, les chiffres et l'histoire. Petite leçon d'histoire canadienne. En 1760, ce sont les Britanniques qui gagnent la guerre de la conquête contre la France. Le territoire est alors divisé en 2. Le Bas-Canada, colonie française et catholique, et le Haut-Canada, colonie anglaise et fidèle à la couronne britannique. Le Haut et le Bas-Canada ne s'entendaient pas. Pour mettre fin au conflit, le gouvernement britannique a développé un plan, unir le Haut et le Bas-Canada et encourager l'assimilation des colons français en accélérant l'immigration britannique. Malheureusement, les Canadiens français n'ont pas pu suivre la cadence et se voient surpassés par les Anglais. On constate vite le résultat. Les anglophones fondent et contrôlent la majorité des institutions. Encore aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile pour un anglophone de se faire soigner dans sa langue maternelle au Québec que pour un francophone dans le reste du pays. Et ça ne se limite pas qu'aux soins de santé. Prenons comme exemple la seule province canadienne au statut officiellement bilingue, le Nouveau-Brunswick. Même en plein cœur de l'Acadie, le statut bilingue de la province n'est pas toujours respecté par l'autorité. Un parfait exemple, le 34e premier ministre de la province, Blaine Higgs, qui lutte depuis longtemps contre le bilinguisme provincial et les droits des francophones. De nos jours, on est en effet loin d'une réelle égalité entre les 2 langues officielles. Le taux de bilinguisme est disproportionnellement élevé chez les francophones comparativement aux anglophones. Et ce manque d'équité devient encore plus apparent lorsqu'on compare le traitement des 2 plus grandes minorités linguistiques au pays. Pour une vingtaine d'hôpitaux anglophones au Québec, il existe un seul hôpital véritablement francophone pour le reste du pays, ou plutôt pour les jeunes de la capitale nationale. Et ça, c'est une triste réalité qui en dit gros sur l'égalité linguistique au Canada. C'est facile de tomber dans le piège de l'animosité. Au début de cette aventure, j'avoue avoir été quelqu'un qui se méfiait des anglophones. J'avais l'impression que pour exister en tant que francophone, je devais toujours militer pour ma place. Ma rencontre avec mon prochain invité m'a aidé à comprendre que l'anglais puis le français au Canada, c'est moins une guerre, mais plutôt un fait qu'on doit toujours célébrer et préserver. Moi, je suis francophone, mais je suis aussi très fier de pouvoir m'exprimer en anglais. Il doit bien y avoir des anglophones avec un amour pour la francophonie. En effet, ces francophiles existent. Justement, Tim Killam a appris le français dans sa trentaine et a insisté à nous offrir son témoignage dans cette langue. C'est l'une des rencontres les plus inspirantes que j'ai eu la chance de faire. Je m'appelle Tim Killam. Je viens de Nouveau-Brunswick, Moncton, de Nouveau-Brunswick. Et je me suis joint à la gendarmerie royale du Canada, le GRC, en 1976. Je demeure à Ottawa. Maintenant, j'ai pris ma retraite il y a 12 ans, après 35 ans de service. À la fin, j'ai obtenu le grade de sous-commissaire. Moncton, à ce moment-là, à cette époque-là, était une ville
50-50, moitié-moitié français-anglais. Mais en ce moment-là, tout le monde parlait anglais sur la rue. Et dans les affaires, dans les magasins, les règles sont écrites. Vous parlez anglais. C'était un environnement discriminatoire. Le premier événement pour moi, c'était 1968. J'avais 14 ans à ce moment. J'ai assisté à un événement avec Pierre Elliott Trudeau. Et j'ai entendu Pierre Trudeau en français et en anglais. Je ne comprends pas le français, mais à moi, c'était fantastique. C'était un très important événement dans ma vie. Et j'ai pensé à ce moment-là, je vais envoyer mes enfants à des écoles françaises parce que c'est simple quand vous êtes jeune. Nancy, ma femme, est totalement anglais. Elle a beaucoup de difficultés de comprendre la langue. Elle a essayé, mais elle travaillait avec moi de s'assurer que Amber et Miranda ont été envoyés à la garderie française. Juste avant le maternelle, j'ai fait un appel à le directeur à l'école élémentaire Saint-Antoine, comme si, pour vraiment envoyer Amber à l'école française. Et notre conversation était difficile parce que vous êtes anglais? Oui. Et ta femme? Français? Non. Anglais? Il me dit, oh, non, il faut avoir les enfants qui sont bilingues. Et j'ai dit, hein, Amber et Miranda vont aux garderies françaises. Il me dit, OK, je vais faire une entrevue avec Amber. Amber était toute seule avec le directeur. 10 minutes après ça, Amber était avec un gros sourire. Le directeur m'a dit, elle parle plus bien que les gens français ici dans la région. C'était difficile pour moi de communiquer à ce moment-là en français. Du tout. Et j'ai appris en même temps que mes enfants. La communication avec l'école était en français. J'avais mon bécharel, mes dictionnaires. Oh mon Dieu, c'est quoi? J'ai envoyé mes deux enfants à une école totalement française au lieu d'une école d'immersion. Les deux sont totalement différents, à mon avis. C'est pas immersion. C'est moitié-moitié anglais et français. C'est un mélange. Quand j'ai appris la langue anglaise quand j'étais jeune, c'était dans un milieu totalement en anglais. Vous devez faire la même chose pour les enfants dans l'école. Pour moi, ce n'est pas une question. Il faut envoyer vos enfants à une école totalement française. Ici au Canada, nous avons beaucoup d'anglais dans la rue, dans le téléviseur et dans la radio. La langue est English is everywhere. C'est tout. À mon avis, à mon opinion, les francophiles ont une très importante position dans la communauté francophone. J'ai eu plusieurs conversations avec mes amis et mes collègues concernant l'éducation de ma famille, de mes enfants. Je pense que j'ai aidé plusieurs familles d'essayer d'envoyer leurs enfants à l'école française. Ça, c'est l'importance des francophiles. In English, the people who quit smoking before are the most avid against smoking. So, pour moi, les francophiles sont plus fiers de la langue française qui sont l'exemple pour les autres. Les langues et les traditions françaises et anglaises sont le fondement de notre pays. Chaque pays a au moins une langue officielle.
le nôtre est le français et l'anglais. Donc, nous devrions être extrêmement fiers de notre culture et notre pays. Pour notre famille, la langue d'apprentissage a été et continue d'être le français. Je suis tellement fier du fait que nos 5 petits-enfants fréquentent une école catholique française, l'Étoile de l'Est, juste en face de chez nous. Quel privilège! Je connais seulement un livre, c'est le livre Sorry, I Don't Speak French, par Graham Fraser, l'ancien commissaire de langues officielles du Canada. Graham Fraser est un anglophone ordinaire de St. Catharines, Ontario. Il avait une passion pour la langue française et je crois qu'il s'adresse directement aux Canadiens anglais dans son livre, la différence entre les Anglais et les Français et la compréhension de la dualité. En conclusion, le temps nous a appris beaucoup de choses qu'il ne faut pas oublier. According to me, my opinion, we can't forget the past. We can build upon it and ensure that there's more integration amongst each other. And Francophiles, along with Francophone and Anglophone, can better understand each other by having them educated together in both languages. That's it. Au cœur du débat d'un Canada dit anglais et d'un Québec français, on découvre une toute autre dimension, soit les rapports complexes entre la francophonie canadienne et le Québec. Dans les années 1960, c'est la Révolution tranquille au Québec, une période pendant laquelle le peuple québécois gagne une certaine autonomie vis-à-vis du Canada. C'est là qu'on assiste à la naissance d'un gros mouvement d'affirmation nationale, l'épiphanie d'une nation québécoise. Grâce à la Révolution tranquille, le Québec devient la seule société en Amérique du Nord ayant comme unique langue officielle le français. C'est aussi à ce moment-là que l'identité québécoise viendra éclipser l'identité canadienne-française. Un nationalisme québécois voit le jour et les gens du Québec commencent à chanter un nouvel hymne. Gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Comme ça. Et là, c'est beau, ça. Vous êtes bien bon. La Révolution tranquille fait justice aux Québécois, mais elle aura des conséquences difficiles pour le restant de la francophonie canadienne. Une distance s'impose entre le Québec et les autres communautés francophones du Canada. Par sa volonté de se distinguer du reste du pays, le Québec construit un mur autour de lui-même au détriment de ses cousins voisins. Les communautés francophones du Canada sont donc aliénées du Québec. Au fil des ans, certains événements marquants vont même alimenter ce sentiment d'abandon. La tenue des référendums pour l'indépendance du Québec en 1980 et encore en 1995 sont de bons exemples mettant en lumière la volonté du Québec de s'isoler. Les francophones du Québec sont séduits par l'idée de quitter le Canada pour fonder leur propre pays, tandis que les francophones d'ailleurs au Canada font face à la réalisation qu'un sort bien différent les attend sans leurs cousins québécois. Sans le poids démographique du Québec et ses 6 millions de francophones, la francophonie au Canada, forte de quelques millions seulement, se voit vouée à la disparition. Toutefois, on peut se permettre d'être optimiste pour l'avenir. Depuis la fin des années 2010, on marque un tournant entre les relations francophones au pays. Le début d'une nouvelle ère de solidarité entre le Québec et la francophonie canadienne se dessine. Cette récente ouverture du Québec aux enjeux francophones qui dépassent leurs frontières se fait de plus en plus présente. Le 30 novembre 2018, on voit flotter pour la première fois le drapeau franco-ontarien sur l'édifice de l'Assemblée nationale du Québec, un symbole d'unité important suite aux coupures provinciales au service en français en Ontario. En 2019, le jour de la Saint-Jean-Baptiste, les Franco-Ontariens sont invités à ouvrir le grand défilé de la Fête nationale à Montréal. C'est un moment historique qui symbolise le rapprochement entre le Québec et ses voisins. Journée très émotive d'être finalement reconnue par nos chers cousins québécois. 3 ans plus tard, le gouvernement du Québec surprend en dévoilant une nouvelle politique en matière de francophonie canadienne qui assure un engagement actif du Québec dans la promotion du français et des cultures francophones au-delà de son territoire. C'est un geste qui solidifie l'appui du Québec à ses voisins et qui réaffirme son rôle pour les années à venir. Mais c'est aussi un pas énorme vers un dialogue ouvert entre tous les francophones du Canada. Pour la suite des choses, que pouvons-nous faire de plus pour raviver le dialogue et le rapprochement entre franco? Je connais 2 personnes super qualifiées pour répondre à cette question-là.
Oui, alors je suis François Charbonneau, je suis professeur à l'École d'études politiques de l'Université d'Ottawa. J'étudie la francophonie canadienne comme chercheur, je m'intéresse à son histoire. Dans ma jeunesse, je viens de l'Ontario, donc j'ai aussi milité pour le fait français. Puis la recherche qui m'a intéressé, moi, c'est ce que j'appelle les représentations collectives. C'est-à-dire comment, par exemple, des individus s'imaginent faire partie d'une collectivité. Mon nom est Phyllis Daly, je suis professeure titulaire à l'Université d'Ottawa et directrice fondatrice des chantiers d'action et de recherche pour des francophonies inclusives. Ça fait depuis les 30 dernières années que je travaille au sein de la francophonie. J'ai enseigné au Nouveau-Brunswick, en Alberta et maintenant en Ontario. Mes étudiants vous diraient que je suis francophone, que je suis franco-mobilisée. Aujourd'hui, je travaille beaucoup dans le domaine de l'antiracisme et contre les discriminations linguistiques. Mais donc, qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, le Canada français n'est pas capable de se penser dans son unité? D'ailleurs, si on y réfléchit, il n'y a pas un seul drapeau de cette francophonie. Il n'y a pas un seul nom de cette francophonie. Quand on regarde, quand on observe, il y a des Franco-Ontariens, il y a des Francescois, il y a des Québécois. Donc, il y a des raisons qui expliquent ça, bien sûr, historiques. La majeure partie des francophones au Canada se disaient Canadiens-Français, mais il faut pas non plus exagérer la chose. D'abord, il y avait les Acadiens qui avaient une conscience d'être un peu différente. Pourquoi cette communauté francophone n'est pas capable de se dire dans son unité? Bien, pendant longtemps, elle a été capable de le faire. Et je dirais qu'il y a une sensibilité qui est toujours restée, malgré les ruptures. Mais évidemment, il se produit quelque chose dans les années 60. Le Québec s'est séparé en deux camps pendant très longtemps. Ceux qui se sont dit, on va changer la situation des francophones au Canada en investissant le Canada et en changeant ses institutions. Ça a été Trudeau, Pelletier et les autres qui sont partis à Ottawa pour changer le Canada, des gens chrétiens et ainsi de suite. Et d'autres qui ont dit non, c'est terminé. Quoi qu'on fasse, de toute façon, la situation des francophones au Canada est terrible. La seule chance qu'on a, c'est d'avoir notre pays à nous. Donc, il y a eu un mouvement indépendantiste. Et là, dans l'esprit des francophones hors Québec, disait, mais ça, c'est évidemment une solution qui n'est pas viable pour des gens qui sont de deuxième, troisième, quatrième, cinquième génération, ou même des gens qui débarquent à Toronto. Ils n'imaginent pas comme une bonne chose que 86% des francophones du pays décident de quitter par l'indépendance. La division entre les francophones qu'on dit hors Québec et les cousins québécois existe depuis bien longtemps. Dans les années 60, il y a eu la création du Parti québécois et la séparation du Canada français entre le Québec et le hors-Québec. Ça a été un bris vraiment difficile à vivre pour les communautés de langue française du Canada. Et ça a été également un moment de création de ce qu'on appelle aussi les minorités francophones. Avant, on n'avait pas de minorité francophone. Il y avait le Canada français. Et l'union fait la force. Il y avait quand même un sentiment de capacité de voir à son avenir, etc. Donc, avec la création du Parti québécois et la création de la nation québécoise, il y a eu beaucoup de remue-ménage à l'extérieur du Québec chez les francophones pour se redéfinir. Et avec la loi sur les langues officielles du Canada, il y a eu la création de ce qu'on appelle aujourd'hui les communautés minoritaires de langue officielle. L'effet n'a pas été nécessairement positif partout, parce que ça nous place en position de minorité à l'intérieur de provinces, à majorité anglophone, avec la nécessité de continuellement négocier notre avenir, notre présent même, avec des premiers ministres qui sont tantôt en faveur de la minorité francophone et tantôt carrément contre le bilinguisme et la minorité francophone, même au Nouveau-Brunswick, la seule province officiellement bilingue au Canada. Aussi, avec la naissance du Parti québécois, il y a eu en 1968 René Lévesque qui a dit que l'ensemble du Canada français était des dead ducks. Donc, on était sur le point de mourir. Bien, quand il y a des personnalités importantes du Québec qui sortent dans les médias avec des choses pareilles, ça n'aide pas nos relations. Pas du tout, parce que là, c'est encore le Québec qui vient nous dire qu'on n'existe pas, dans le fond, alors qu'on s'évertue à toujours vouloir se battre et démontrer qu'on a une vitalité. Et finalement, c'est Denise Bombardier, beaucoup plus récemment, qui a dit d'une franco-ontarienne qu'elle devrait arrêter de parler français parce qu'elle ne parle pas bien le français. Donc, c'est une lutte perpétuelle d'insécurité linguistique. On parle le français que l'on a.
qui est marquée par notre condition socio-historique, mais on n'arrête pas de nous dire que c'est pas assez bon. Alors, difficile d'avoir des relations positives avec quelqu'un qui pense qu'on est moins que, qu'on est moins bon que, qu'on n'est pas assez francophone, etc. Il faut quand même garder en tête qu'il y a toujours eu une solidarité. C'est-à-dire, quand il arrive quelque chose de francophone au Québec, il y a une sorte de sentiment que c'est pas des inconnus, c'est des membres de la famille, des cousins peut-être, à une époque c'était peut-être des frères, mais il y a des réels efforts qui ont été faits depuis au moins Benoît Pelletier au gouvernement du Québec en 2006 pour rétablir les ponts qui avaient été brûlés dans les années 60. En francophonie hors Québec, on a complètement abandonné ce qui a été pendant longtemps le truc qui nous tenait tout le monde, c'est-à-dire l'idée que le Canada, c'est un pacte entre deux peuples fondateurs. Le Canada n'est pas conçu comme un partenariat et les anglophones n'ont pas de sensibilité pour ça, à part quelques francophiles que vous pouvez trouver là, ici et là, mais la vérité, c'est que globalement, ils interprètent les mesures pro-français comme des mesures anti-anglaises. On le mesure mal, mais c'est vrai, on est au centre de l'empire culturel le plus puissant de l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire les États-Unis. Et la plupart d'entre nous, on parle parfaitement l'anglais, on est indistinguable des autres. Le poète Patrice Desbiens disait, le franco-ontarien, c'est un homme invisible. En gros, c'est quelqu'un qui est indistinguable des autres, qui n'est pas reconnaissable, qui n'a pas de trait distinctif quand il s'adresse en anglais. Au Canada, il y a des gens pour qui le français fait partie de leur identité. Il y en a pour qui ne se l'est pas. C'est pas grave, mais c'est une réalité. Parce que ce que ça veut dire, très simplement, c'est qu'il y en a pour qui perdre le français va être un drame existentiel. Puis il y en a d'autres pour qui ne jamais le parler, c'est pas grave. Bien, la différence entre les deux est significative. Pourquoi on a une loi sur les langues officielles? Parce qu'on voulait, pour les gens, être qui ils sont ne s'arrête pas à la porte de la maison. C'était ça l'enjeu. Et on a complètement perdu ça de vue. Pour moi, c'est extrêmement inquiétant. Alors, au Canada, on a deux minorités linguistiques. Une minorité linguistique de langue française à l'extérieur du Québec et à l'intérieur du Québec, une minorité linguistique de langue anglaise. Et ce qui est intéressant de comparer les deux minorités, c'est que ça nous aide à voir l'importance du pouvoir d'une langue et du fait qu'on est dans un continent qui est à très forte majorité anglophone et anglo-dominé en termes de pouvoir. Même si à Ottawa, par exemple, on a une forte population de langue française, on a beaucoup moins de ressources qu'une population similaire au Québec. Donc, les deux minorités ont des similarités, mais elles ont aussi de grandes différences dont on ne tient pas toujours compte dans les lois fédérales. La division du régime politique canadien n'a pas le même effet sur l'ensemble des Canadiens. Pour les anglophones, ça ne les empêche pas de se sentir dans leur unité canadienne, d'avoir un drapeau, un nom, et ainsi de suite. Bien sûr, quelqu'un peut se dire fier d'être Saskatchewanais, puis un autre de Terre-Neuve. Il y a des réelles différences régionales, mais de la même manière qu'il y a des réelles différences entre chaque être humain et sa planète. Alors que pour les francophones, ça a un impact d'éclatement. Vous avez les franco-saskatchewanais, les franco-albertains, et ainsi de suite. Mais on n'a pas le luxe de cette division-là. On n'a pas un drapeau, on n'a pas une... mais pourtant, on participe tous d'au moins une chose, le fait français, dans la mesure où elle est importante pour nous. Puis j'ajouterais aussi les francophones hors Québec, qui généralement, pour eux, beaucoup de franco-ontariens vont se dire fiers d'être Canadiens aussi. Alors qu'au Québec, bien, il y a une certaine tension. Parce que être Québécois et être Canadien, c'est souvent vu en opposition. Être Québécois, plus vous vous sentez Québécois, plus vous avez tendance à appuyer l'indépendance. Et cette francophonie, elle a été en quelque sorte amenée à se penser régionalement. D'abord, le mouvement indépendantiste québécois. Ensuite, en réaction, c'est beaucoup en réaction à ça, bien, s'est développé non pas une identité francophone pan-canadienne. On a essayé, on dit la francophonie canadienne, mais regardez comment c'est bizarre. Quand on parle de francophonie canadienne au Canada, on exclut qui? Les Québécois, 86% des francophones. Donc, on voit bien qu'on a de la difficulté à se dire, on n'a pas un nom, on n'a pas un drapeau, on n'a pas une identité commune. Et ça, est-ce que ça peut se créer? Est-ce que c'est un défi? Est-ce qu'on se donne le défi? Peut-être, qui sait? Quelqu'un va penser à un drapeau. Le défi est lancé. On peut raviver le dialogue entre les Québécois et la francophonie canadienne en ayant davantage de partenariat au niveau des médias, je pense. Parce que c'est vraiment là où le bas blesse. Donc, si on pourrait, par exemple, avoir PFO et Radio-Canada Montréal qui feraient une production commune où on voit des jeunes travailler ensemble
où on voit des adultes se parler de choses différentes, où on voit la construction d'un dialogue pour que le grand public puisse voir qu'il y a possibilité de dialogue. Pour augmenter les connaissances mutuelles entre la francophonie canadienne et la francophonie québécoise, une des premières étapes serait de passer par les curriculums scolaires. Je rencontre beaucoup de personnes originaires du Québec qui croyaient qu'il n'y avait pas de population francophone à l'extérieur du Québec qui était suffisamment forte pour maintenir le français. Il y a donc un problème au niveau du curriculum scolaire du Québec pour ce qui est de la connaissance des communautés francophones et acadiennes du Canada. Donc, je pense que ce serait une première étape. Et aussi, discuter à l'intérieur du curriculum des rapports entre ces différents groupes. Quelles sont leurs similarités, quelles sont leurs différences. Par exemple, une des similarités, c'est qu'on vit tous dans un monde anglo-dominé, donc on vit cet effet-là de façon différente, mais quand même, on la vit tous. Il faut avoir en tête cette possibilité qu'on peut travailler ensemble. Puis après tout, on est dans le même combat, on est dans le même bateau. C'est beaucoup plus difficile d'être un francophone à Toronto et les francophones ont quelque chose à montrer aux Québécois aussi. Ils vivent quelque chose que de plus en plus de régions québécoises sont en train de vivre. Donc, il y a manière de se parler. Parler de résilience langagière dans l'ensemble du pays pourrait peut-être nous rapprocher davantage. Aborder la question de comment le Québec peut contribuer à la résilience langagière à l'extérieur de ses frontières pourrait lui montrer l'importance de se réconcilier avec la langue telle qu'elle est parlée à l'extérieur du Québec. Donc, cette idée de dire qu'il faut arrêter de croire qu'il y a une seule norme de la langue française, qu'il y a une façon de parler le français à Windsor, à Hearst, à Ottawa, et s'il y a une autant grande différence en Ontario entre ces trois milieux-là, imaginez entre Caraquet et Vancouver. Donc, si on pouvait parler de comment notre français nous ressemble, bâtir notre propre résilience langagière à l'intérieur de nos communautés, à l'intérieur de nos écoles localement, et utiliser cette résilience pour aborder d'autres personnes francophones dans d'autres milieux, d'abord au Canada, au Québec et ensuite à l'extérieur, à ce moment-là, on construit des ponts, non plus entre grands frères et petits frères, ou entre Québec, hors Québec, mais entre locuteurs et locutrices, personnes de langue française d'égal à égal. Comme individu, je fais partie d'une écologie langagière et tout ça fait en sorte que la personne, l'individu, qui est quand même dans une situation difficile du point de vue langagier parce que le français est une langue minoritaire, peut avoir accès à des ressources qui sont extérieures à elle-même pour bâtir ses capacités de continuer, de foncer, d'être francophone malgré on parle la même langue de manière différente et qu'on a quand même tous et toutes le même rêve, c'est de continuer à parler en français et que nos enfants, nos petits-enfants parlent français et qu'ils aient un sentiment d'appartenance à cette langue et à leur communauté. Donc, quel conseil je donnerais à un jeune francophone qui a un héritage québécois de grands-parents, arrière-grands-parents? D'abord, de bien s'équiper mentalement. Vous allez vous faire poser la question, vas-tu à l'école en français? Et vous allez sourire et dire oui, je suis allé à l'école en français. Il faut juste l'accepter, ça fait partie de la réalité. La plupart des Québécois ne connaissent pas cette réalité-là. Mais ça va, il y a beaucoup de réalités du Québec que vous ne connaissez pas non plus. Et donc, il faut d'abord le visiter, le Québec. C'est un endroit absolument extraordinaire et magnifique. Pour les enseignants, il faut multiplier les collaborations entre les écoles françaises, évidemment à l'extérieur du Québec et au Québec. On imagine le Québec comme si c'était une espèce de... derrière une espèce de rideau là, opaque. On ne sait pas trop ce qui se passe. À la vérité, c'est quand on s'y intéresse, c'est les mêmes problématiques, les mêmes angoisses, les mêmes perspectives. C'est sûr que ça se vit dans une réalité démographique qui est différente, mais ça reste que c'est des gens pour qui le français est une langue identitaire et en ce sens-là, on a raison de vouloir se parler. La dualité linguistique est un atout qui rend le Canada unique. Cependant, on peut vite parler de deux solitudes lorsque son peuple décide de ne pas coexister avec ses différences. Malgré nos divisions du passé, on se doit de baisser les armes et de foncer vers un avenir où Franco et Anglo peuvent partager une terre paisiblement tout en gardant ce qui nous définit.
On peut pas nier que le Québec joue un rôle inestimable dans la francophonie nord-américaine. C'est la seule société dans tout le continent où le français constitue la langue officielle et majoritaire. Le Québec est comme le gardien de l'Amérique française, et ça, c'est quelque chose d'admirable. Mais on veut aussi que le monde entier comprenne que la francophonie canadienne dépasse les frontières du Québec. Plurielle, vaste et diversifiée, elle a définitivement sa place au Canada d'un océan à l'autre. Finalement, si on compare la francophonie à une voiture, le Québec, c'est le moteur, puis les restes de la francophonie canadienne, c'est les roues. Le tout conduit par une grande fierté tenace. En cours de route, il ne faudrait pas oublier de se rappeler où c'est qu'on s'en va. Et c'est ici qu'on conclut le deuxième chapitre de Denis Sarangosha. Je tiens à remercier toute l'équipe du Réveil, nos invités spéciaux, nos partenaires et tous ceux et celles qui ont contribué de près ou de loin à ce chapitre. Je suis Phil Rivière et je ne donnerai pas Sarangosha.